Sud Radio, l'invité politique. Benjamin Glaise. Sud Radio, parlons vrai avec mon invité aujourd'hui. C'est Thomas Porte, député à la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour Thomas Porte. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. Déjà, ce matin, sur Sud Radio, on va évoquer pas mal de sujets. Les européennes, qui a l'espoir pour la France Insoumise, la convocation par la police de Mathilde Panot pour apologie du terrorisme. On va parler également de la SNCF. Mais d'abord, donc, Emmanuel Macron qui prononce ce matin, à 11h depuis la Sorbonne, son discours sur l'Europe. Qu'est-ce que vous en attendez, en particulier, Thomas Porte ? Rien, puisque Emmanuel Macron refait le coup de 2017, son grand discours sur l'Europe déjà à la Sorbonne. Mais l'Europe d'Emmanuel Macron, on la connaît. Il faut regarder ce qu'ont voté ses députés au Parlement européen. C'est l'Europe des lobbies, c'est l'Europe de l'interdiction, de la non-interdiction du glyphosate, c'est l'Europe au service des marchés financiers, c'est l'Europe de l'austérité. Il y a eu un vote très important cette semaine sur ce qu'on appelle le pacte de stabilité qui impose une austérité à vie. Les macronistes ont voté en faveur de 75 milliards d'euros d'économies sur 4 ans en France, qui veut dire moins d'hôpitaux, moins d'écoles, moins de services publics. Donc l'Europe de Macron, on la connaît, et je constate que faire de la politique et faire une conférence dans une université, quand c'est le président de la République, ça pose pas de problème. Quand c'est Jean-Luc Mélenchon, on l'interdit. Donc il y a aussi un 2 poids 2 mesures. Et le président mobilise les moyens de l'État au service de la campagne de sa candidate. Il a déjà fait des tweets avec les comptes officiels de l'Élysée la semaine dernière. Il les a supprimés après. La France Insoumise a d'ailleurs saisi la commission électorale. On a saisi la commission électorale parce qu'on considère qu'aujourd'hui, le chef de l'État ne doit pas mettre les moyens de l'État au service de la campagne Renaissance. C'est présenté comme un discours pour l'Europe, pas pour les européennes, du côté de l'Élysée. Et pour preuve, il a invité un certain nombre de personnalités, d'élus politiques de tous bords. Il invite d'ailleurs des députés européens jour de vote au Parlement européen, c'est-à-dire qu'il demande à des députés qui doivent siéger aujourd'hui, dernier jour de session du Parlement européen, de venir assister à un discours, ce qui veut dire la déconnexion et le mépris du président de la République pour cette institution. Mais personne n'est dupe sur le discours d'Emmanuel Macron. C'est un discours au service de la campagne des macronistes. D'ailleurs, j'ai revu un sondage ce matin où 66% des Français demandent à ce que le président de la République cesse de s'investir dans la campagne des élections européennes. Il faut des débats entre les candidats. Et là, il y a une distorsion quelque part de concurrence quand le président de la République se jette dans le débat pour rattraper une campagne macroniste qui est totalement à l'arrêt, non identifiée et dont personne ne veut. C'est purement cela, c'est de relancer la campagne de Valérie Ayé pour... Le discours d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est un discours de campagne européenne, oui. Les européennes, justement, Thomas Porte, donc c'est le 9 juin, dans un mois et demi maintenant, selon notre rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, le RN qui arrive largement en tête des intentions de vote, 31%, viennent ensuite Renaissance, 17,5%, Raphaël Glucksmann pour le PS Place Publique à 12,5%, la France Insoumise de Manon Aubry est tout de même loin derrière, à 7% d'intention de vote. Comment vous l'expliquez, vous, ça ? Déjà, les sondages à plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'une élection, il faut toujours s'en méfier. Je rappelle que lors des élections présidentielles, Jean-Luc Mélenchon était sondé à 7-8%. Il a fini à 22% des voix. Donc aujourd'hui, il faut pas se fier à ça. Nous, on est en campagne. Et à toutes celles et ceux qui nous écoutent, je vais leur expliquer pourquoi il faut voter pour la liste conduite par Manon Aubry. Par exemple, on a eu une victoire cette semaine au Parlement européen à l'initiative des députés insoumis qui est sur la présomption de salariat pour les travailleurs ubérisés. C'est les gens que vous prenez dans les véhicules Uber, qui vous livrent parfois des repas à domicile. On a fait imposer une présomption de salariat. Ça concerne 300 000 personnes en France qui auront droit à la retraite, qui auront droit à un salaire minimum, qui auront droit à des vacances. Voilà une des victoires des députés insoumis. Les députés insoumis se sont mobilisés pour qu'il y ait des tarifs réglementés sur l'énergie et notamment sur les factures d'électricité. C'est le seul groupe qui a voté contre la fin des tarifs réglementés. Et c'est enfin, je donne un autre exemple, le seul groupe parlementaire qui s'oppose de manière concrète aux accords de libre-échange, c'est-à-dire à l'importation de produits de l'autre bout du monde qui ne répondent pas à des normes environnementales et sociales. Donc votez pour la liste de Raphaël Glucksmann. Pas l'intégralité du groupe socialiste. Le seul groupe dans son intégralité qui s'oppose aux accords de libre-échange, c'est le groupe de Manon Aubry. Et voter pour cette liste, c'est faire l'Europe des travailleurs, c'est faire l'Europe de la justice sociale et fiscale, c'est faire une Europe au service des peuples et pas au service de la finance. Et c'est le dernier week-end, vous pouvez encore vous inscrire sur les listes électorales. On sera déployés, nous, dans plusieurs endroits en Ile-de-France et partout sur le territoire pour appeler les gens à s'inscrire. Mobilisez-vous, ne vous laissez pas voler cette élection, participez et donnez-nous la force, c'est notre slogan, de tout changer le 9 juin prochain. Raphaël Glucksmann n'est pas de gauche, selon vous ? Raphaël Glucksmann défend une ligne qui est compatible avec la droite et avec Emmanuel Macron. D'ailleurs, on a découvert ces derniers jours quelque chose qu'on dénonçait depuis des mois, mais qui s'est révélé aux yeux des gens. J'ai évoqué le pacte de stabilité et l'austérité budgétaire. Il y a eu un vote commun
entre le groupe socialiste, dont est membre Raphaël Glucksmann, les macronistes et la droite. Donc les gens qui aujourd'hui veulent voter pour Raphaël Glucksmann, il faut leur expliquer que Raphaël Glucksmann, son groupe, a voté pour moins d'hôpitaux en France, moins d'écoles, moins de services publics, pour que les gens continuent de se serrer la ceinture alors qu'on a une accumulation de richesses qui n'a jamais été aussi grande en France et en Europe. Et ces gens-là vont au Parlement européen dire qu'il faut de l'austérité pour les peuples. Au Parlement européen, vous mettez en avant le bilan social, écologique aussi, de vos eurodéputés. Et pourtant, on a l'impression qu'on ne parle en ce moment que de Jean-Luc Mélenchon, que de Rima Hassan, que de la cause palestinienne. On est à 1 mois et demi des européennes. D'abord, la question palestinienne est une question européenne, internationale, et elle domine la situation. Parce que ce qui se passe dans la bande de Gaza, c'est le premier génocide filmé au XXIe siècle, donc c'est une question majeure. Et nous avons la responsabilité de porter cette question-là, mais nous sommes déployés sur différentes initiatives. On fait des meetings européens sur les accords de libre-échange, sur la défense des services publics, on est devant les hôpitaux, on se mobilise actuellement pour la question, par exemple, du fret ferroviaire, c'est un peu technique, mais c'est supprimer le transport de marchandises sur les rails pour mettre plus de camions sur la route. Donc il y a divers sujets. Alors il y a les celles et ceux qui, je termine là-dessus, qui ciblent aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan, et qui parle de la cause palestinienne en mauvais termes, c'est aussi ceux qui veulent instrumentaliser la campagne. Nous, on parle pas que de cause palestinienne, on parle de droit international et de paix et la fin des guerres dans toutes les parties du monde et en Europe. On va y revenir sur ce sujet-là. Vous parliez du fret. Pour justement développer le fret, il y a cette écotaxe qu'on peut mettre en place au niveau des collectivités locales. Justement, ça va pas dans le sens du développement du fret ? Si vous voulez développer le fret ferroviaire, il faut un opérateur public qui soit fort. C'est-à-dire qu'il faut Fret SNCF, une entreprise 100% publique, qui soit sur le trafic de marchandises sur rail. Aujourd'hui, l'ancien ministre des Transports Clément Beaune a accepté ce qu'on appelle une procédure de discontinuité à la demande de la Commission européenne. C'est-à-dire que par exemple, les 23 flux les plus rentables de Fret SNCF vont partir au privé. La SNCF ne pourra plus les faire pendant 10 ans. On va supprimer 500 postes de conducteurs. Donc on est en train de liquider l'opérateur public historique. Ça va être des dizaines de milliers de camions sur les routes. Et on a une annonce cette semaine, un train un peu emblématique, on en a déjà parlé ici, qui s'appelle le Perpignan-Rungis, qui amène des fruits et légumes de Perpignan au cœur du marché de Rungis, va être supprimé au mois de juin. Il est à l'arrêt, donc là aussi ce sera des dizaines et des dizaines de modernisation, de travaux sur cette ligne. Oui, mais l'argument du ministre, on le connaît, ça fait 10 ans qu'il nous parle de modernisation, ça fait 10 ans que le train est à l'arrêt par période, sous couvert de travaux. En vérité, la SNCF et le gouvernement ne veulent pas de ce train, et ils veulent des camions à la place des trains. Et là aussi, si le 9 juin vous allez voter pour la liste de Manon Aubry, vous votez pour des services publics forts et une SNCF 100% publique. Les mouvements sociaux, les aiguilleurs du ciel, aujourd'hui, finalement accord validé entre les syndicats et puis la direction, accord également trouvé du côté de la SNCF, a priori aussi du côté de la RATP. Est-ce que d'une certaine manière, on n'est pas en train d'acheter la paix sociale en vue des Jeux Olympiques ? La paix sociale, elle ne s'achète pas. Si les salariés décident demain de se mettre en grève parce qu'ils ont d'autres revendications, ils se mettront en grève. Simplement, il y a eu des mobilisations et il y a des rapports de force qui font que la direction et les directions d'entreprise sont obligées de venir négocier pour accepter les revendications sociales. Vous parlez notamment de l'accord à la SNCF sur les retraites et sur le départ. Il est juste, Bien sûr qu'il est juste. Aujourd'hui, ces cheminots étaient mobilisés contre la réforme des retraites, au regard des pénibilités de leur métier, des conditions de travail, en 3-8, jours fériés, nuits, week-ends. Ils sont gagnants, là, puisque la réforme des retraites, elle est facile. Bien sûr, qui sont gagnants, mais c'est aussi pour ça qu'ils étaient mobilisés, pour que tout le monde ait le même cadre de départ à la retraite. Et je crois qu'il faut revenir sur cette réforme qui, là aussi, Emmanuel Macron va faire un discours aujourd'hui sur l'Europe, mais c'est la Commission européenne qui a mis la pression à la France, qui a demandé à plusieurs reprises la réforme des retraites, et Emmanuel Macron s'est couché devant Bruxelles pour faire passer une réforme impopulaire sans vote à l'Assemblée nationale. Pour une trêve olympique, sociale ou pas ? Non, je suis pas pour une trêve olympique et une trêve sociale. Les galères des salariés et des habitants de ce pays, elles s'arrêteront pas avec les Jeux olympiques. Elles continueront pendant et après. Et si les salariés décident de se mobiliser pendant les Jeux Olympiques, je serai à leur côté pour les soutenir, comme je le suis à chaque fois qu'il y a des mobilisations sociales qui portent la défense des droits des salariés dans ce pays. Thomas Porte, député, je le rappelle, la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, LFI qui est marquée donc par cette double convocation par la police pour apologie du terrorisme. Ça concerne Rima Hassan, numéro 7 sur la liste des européennes de la France Insoumise, et puis Mathilde Panot, le chef de groupe à l'Assemblée nationale. Comment vous réagissez tout d'abord à ces deux convocations ? Avec beaucoup de gravité, parce que là on parle pas simplement de Mathilde Panot, on parle de la présidente d'un groupe d'opposition, le principal groupe d'opposition de gauche qui compte aujourd'hui 75 députés, qui est convoqué
sur la base d'un communiqué de presse. On a Rima Hassan, vous l'avez dit, qui est aussi convoqué, mais au-delà de Mathilde Panot et de Rima Hassan, on a le secrétaire général de la CGT du Nord qui a été condamné à 1 an de prison avec sursis. On a des universitaires, des journalistes, des militantes et des militants, des syndicalistes qui sont aujourd'hui convoqués. Je crois qu'il y a plus de 500 ou 600 convocations qui ont été faites depuis le 7 octobre. C'est une volonté et une tentative de faire taire aujourd'hui les voix de la paix, d'intimider, d'empêcher de dénoncer ce qui se passe dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et dans l'ensemble des territoires palestiniens occupés. Et je veux passer un message ici aussi à celles et ceux qui veulent nous intimider, qui veulent nous faire peur. Jamais nous ne baisserons la voix. Jamais nous ne tairons au moment où on a un massacre organisé, où on a des dizaines de milliers de personnes qui sont assassinées par une armée coloniale. Et notre responsabilité, il est aujourd'hui de continuer à porter la voix des Palestiniens et de demander ce que nous demandons en vérité depuis le 7 octobre. Donc pour vous, il n'y a pas d'apologie du terrorisme. Mais moi, je vous invite à lire le communiqué de presse qu'a fait le groupe de la France Insoumise de 7 octobre. Offensive armée des forces palestiniennes menées par le Hamas, dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem. Et vous considérez que c'est de l'apologie du terrorisme ? Ça veut dire ça ? C'est vous qui faites les questions. Ben, c'est une phrase c'est une phrase qui décrit un contexte et qui explique ou qui décrit ce qui s'est passé le 7 octobre. Est-ce que vous avez dans ce communiqué de presse des félicitations à destination du Hamas ? Est-ce que vous avez des félicitations du massacre du 7 octobre ? Est-ce que vous avez des encouragements à continuer ? Est-ce que vous avez une phrase sur la lutte armée ? Tout ça n'est pas écrit dans le communiqué de presse de la France Insoumise, ni le 7 octobre, on a une ni sorte après. de justification presque de ces attaques. Mais il n'y a aucune justification et nous avons condamné les crimes de guerre du Hamas comme nous condamnons tous les crimes de guerre. Et si nous avons utilisé la justification... Donc pas terrorisme. Mais voilà. Parce que je peux refaire l'explication là-dessus, mais crimes de guerre, c'est parce qu'on considère qu'ils doivent être jugés par la justice internationale et que c'est un moyen d'une classification. Et les crimes de guerre, c'est pas plus sympa que des actes terroristes. C'est une qualification qui est très grave, qui est condamnée par le droit international et qui permet derrière d'enchaîner des procédures. C'est pour ça que nous avons utilisé crimes de guerre. Et encore une fois, nous condamnons tous les crimes de guerre. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne condamnent pas les crimes de guerre de l'armée israélienne, qui sont silencieux, pire, qui les accompagnent et les soutiennent. Vous ça, parlez c'est de la responsabilité. d'un certain nombre de députés, notamment le député apparenté LR, Meir Habib. Il doit être convoqué selon vous ou pas ? Écoutez, moi je suis pas pour la judiciarisation de la parole politique et je suis très attaché à la liberté d'expression, évidemment dans le cadre qui est permis. Et je crois que chacun doit pouvoir défendre ses idées dans un débat démocratique, mais je pense pas qu'à Meir Habib. Je pense à la présidente de l'Assemblée nationale qui a été, quelques jours après, s'afficher aux côtés de militaires israéliens et qui est venue dire dans l'Assemblée nationale soutien inconditionnel à Israël au nom de l'Assemblée, alors qu'elle n'avait pas mandat pour faire ça. Je parle d'un certain nombre de députés macronistes qui sont à l'offensive pour faire taire les députés insoumis, qui d'ailleurs, j'ai vu chez vos confrères de Libération qui se félicitaient aujourd'hui de la convocation de Mathilde Panot, ça les a bien fait rigoler. Mais pendant que ces gens rigolent dans leur bureau, heureusement qu'il y a un mouvement politique qui porte la voix d'un peuple qui est en train d'être rayé de la carte par l'armée israélienne, et heureusement qu'il y a des députés courageux. Je suis très fier d'être membre d'un groupe parlementaire qui est présidé aujourd'hui par Mathilde Panot. C'est assez clair. Donc le Hamas, mouvement criminel ou pas, le Hamas, organisation islamiste ou pas ? Mais écoutez, moi je condamne les crimes de guerre qui ont été faits par le Hamas. Je peux pas être plus clair, je condamne les crimes de guerre qui ont été faits par le Hamas. Et évidemment, nous demandons que les gens qui ont commis ces crimes de guerre soient jugés, comme nous demandons que les gens qui commettent les crimes de guerre aujourd'hui dans la bande de Gaza soient jugés. Nous demandons à ce qu'il y ait un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou qui peut être pris par la Cour pénale internationale pour arrêter les dirigeants israéliens qui aujourd'hui organisent le massacre dans la bande de Gaza. Donc moi, j'ai pas de géométrie variable sur les condamnations des crimes de guerre. Je les condamne de quel côté qu'ils soient commis. Après l'annulation de sa conférence avec Rima Hassan, Jean-Luc Mélenchon a comparé le zèle du président de l'université de Lille, celui d'un nazi, Adolf Eichmann. C'est pas osé, tout de même, comme comparaison. Vous comprenez en tout cas que ça puisse choquer ou pas ? Je comprends que l'instrumentalisation qui a un effet puisse perturber certains, mais moi j'invite les gens à écouter l'intégralité du discours de Jean-Luc Mélenchon à Lille au lendemain de la double annulation, d'abord à l'université, puis après dans une salle privée par le préfet du Nord. Jean-Luc Mélenchon, il compare pas le président de l'université à Eichmann, il parle de la dilution des responsabilités et il s'appuie sur un livre qui a été écrit par Hannah Arendt et il explique que souvent quand il y a des interdictions, tout le monde se renvoie la balle et finalement personne n'est responsable et au final tout le monde dit c'était pas moi, c'était l'autre.
pour essayer de diluer la responsabilité. C'est ça le sens du discours de Jean-Luc Mélenchon, et certainement pas, au regard de notre histoire politique, de comparer un président d'université à un nazi. Nous avons quand même le sens des responsabilités, et nous connaissons bien mieux l'histoire que certains dans ce pays. À Gaza, Benjamin Netanyahou dit avancer sur son projet d'offensive terrestre à Rafah, tout au sud de Gaza. Emmanuel Macron appelle à Benjamin Netanyahou à renoncer à cette offensive. Est-ce que la France est à la hauteur justement de cette question-là, et quelle solution ? Non, la France n'est pas à la hauteur. Il faut sortir de la politique des mots et passer à la politique des actes. Rafah, pour que vos auditrices et auditeurs comprennent, c'est 1,3 ou 1,4 million aujourd'hui de Gazaouis qui sont parqués sur 20% de la bande de Gaza. Donc tout le monde sait qu'une offensive militaire sur Rafah demain serait un désastre humanitaire. Il y aurait des dizaines et des dizaines, voire des milliers de morts. Mais Benjamin Netanyahou, il n'écoutera pas avec des tweets ou avec des communiqués de presse ou avec des coups de fil. Ce que comprend aujourd'hui l'État israélien, c'est le rapport de force. Et encore une fois, je repose ici la question des sanctions. Quelles sanctions diplomatiques, économiques prend la France contre l'État d'Israël ? Quand il a fallu sanctionner la Russie à juste titre après son attaque sur l'Ukraine, on a pris des dizaines, des centaines de sanctions contre la Russie. Aujourd'hui, il n'y a pas le début d'une sanction. Donc la Russie, c'est Israël, vous comparez d'une certaine manière ? Je ne compare pas. Je vais peut-être un peu loin, mais voilà. Ça, c'est vous qui faites la comparaison. Moi, je dis que c'est pour préciser justement. Moi, je dis que quand des États sont capables de prendre des sanctions contre la Russie, ils doivent être capables d'en prendre contre d'autres États qui commettent des crimes de guerre ou qui ne respectent pas le droit international, parce que quand même le fond du problème on l'oublie, mais Israël ne respecte pas les résolutions de l'ONU, Israël ne respecte pas le droit international. La France continue de livrer des armes aujourd'hui à l'État israélien, le ministre refuse de décréter un embargo sur les armes. Et enfin, un dernier élément, vous m'avez demandé tout à l'heure qu'est-ce que j'attends du discours d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Emmanuel Macron pourrait aujourd'hui à 11h à la Sorbonne annoncer la reconnaissance de l'État palestinien, voté il y a 10 ans par les parlementaires français, aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat. Ça fait 10 ans que nous avons voté collectivement cette reconnaissance. Qu'attend le chef de l'État pour la déclarer officiellement ? Alors vous avez parlé non seulement de crimes de guerre de la part d'Israël, vous avez parlé également de génocide. Est-ce que la France, en n'agissant pas concrètement, vous parlez d'actes en l'occurrence, est d'une certaine manière complice de ce que vous appelez donc un génocide ? Vous avez raison, puisque la Cour internationale de justice a demandé la prise de mesures conservatoires pour stopper ce qui se passe dans la bande de Gaza. Hier, la rapporteuse spéciale de la santé pour l'ONU a tenu une conférence de presse et elle a parlé de ce qui se passait dans la bande de Gaza. Elle a dit nous sommes face à un génocide au regard de ce qui est en train de s'organiser. Et effectivement, la France, aujourd'hui, par son silence, par son inaction, elle est complice, parce que la France, elle est signataire de la Convention de Genève. Donc les mesures conservatoires, elle doit imposer à la France de prendre des actions pour faire cesser ce qui se passe là-bas. Et il y a plusieurs moyens de faire cesser. Complice de génocide, c'est une attaque très, très forte. Mais moi, j'ai pas de souci à assumer cette prise de position politique. Quand vous livrez des armes à l'armée israélienne, que ces armes derrière, elles servent à tuer des civils palestiniens, vous êtes complice de ce qui se passe. Donc la France doit être condamnée, si on va jusqu'au bout. La France peut se retrouver assignée devant la Cour internationale de justice pour complicité. Vous avez vu que l'Allemagne, je crois, a été assignée par plusieurs pays devant la CIJ pour complicité. Si la France continue à ne pas prendre de mesures, il peut y avoir demain des États qui décident de saisir la Cour internationale de justice pour assigner la France pour complicité de génocide. C'est aussi pour ça que nous demandons à la France de prendre des mesures. Nous n'acceptons pas que notre pays se rende complice de ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza. On parlait de l'Europe à l'instant. Est-ce que vous estimez également que l'Europe a une forme de complicité, les États européens en tout cas ? Le premier partenaire commercial d'Israël, c'est l'Union européenne, avec ce qu'on appelle les fameux accords d'association. Les accords d'association, à l'intérieur de l'accord d'association, ils sont soumis au respect du droit humain et du droit humanitaire. Aujourd'hui, ils devraient être suspendus au regard de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Et Younous Omarjee, mon collègue député européen, avait fait un courrier à Ursula von der Leyen pour lui demander la suspension. Présidente de la Commission européenne. Présidente de la Commission européenne. Elle a répondu pour dire qu'elle ne suspendrait pas les accords d'association. Donc tous ces actes politiques qui contribuent à laisser faire ce qui se passe, que voulez-vous que fasse le gouvernement israélien ? Qu'il arrête alors qu'il n'y a aucun État européen, que l'Union européenne ne prend aucune décision. Personne ne lui dit rien, si ce n'est faire des tweets. Donc il va continuer. Continuer jusqu'à où ? Continuer à ce qu'il ne reste plus un Palestinien dans la bande de Gaza. Donc oui, l'Europe a aussi une responsabilité très forte. C'est pour ça que la semaine dernière, avec plusieurs de mes collègues, nous avons lancé le réseau européen des parlementaires pour la Palestine, 160 parlementaires de 10 pays différents, pour dire que l'Europe a une responsabilité et que l'Europe doit agir. Et je profite ici pour demander à nouveau
que l'Union européenne suspende sans attendre les accords d'association avec l'État israélien. Le message est passé. Thomas Porte, les actes antisémites qui ont bondi en France depuis les attaques du 7 octobre. Vous avez vu ce qui se passe également aux États-Unis, dans un certain nombre d'universités, mobilisation pro-palestinienne de la part d'étudiants. Certains scandent des vives l'intifada, d'autres de confession juive sont traités d'occupants. Est-ce qu'on doit avoir peur que ce mouvement arrive en France? On a vu hier les étudiants qui s'organisaient du côté de Sciences Po Paris pour des mouvements pro-palestiniens qui ont été délogés par les CRS hier soir. Moi d'abord je veux dire que ces mobilisations, elles sont qualifiées souvent de pro-palestiniennes, mais c'est souvent des mobilisations pour le droit international et pour la paix. Et évidemment que tous les actes antisémites, je les condamne. Et chaque fois que quelqu'un de confession juive, comme quelqu'un de confession musulmane ou chrétienne sera attaqué pour sa religion, subira des actes au nom de sa religion, nous serons à ses côtés pour le défendre. Mais celles et ceux qui... Vive l'intifada. Celles et ceux... Mais j'ai jamais entendu ça, moi, dans des mobilisations en France. Par exemple, aux États-Unis. J'ai fait toutes les manifestations pour la cause palestinienne, pour le respect du droit international et pour un cessez-le-feu. Je n'ai jamais entendu un propos antisémite. Jamais entendu ce type de slogan. C'est des manifestations qui sont très calmes. Il y en a eu encore une ce week-end qui était sur un mot d'ordre plus large, mais il y avait une partie de la manifestation qui était pour la défense du peuple palestinien. Il y avait des familles, il y a des enfants. Je veux dire, il faut venir dans ces mobilisations pour mesurer combien elles sont calmes et solennelles, parce que les gens sont aussi atteints par la gravité de la situation. Donc ceux qui, aujourd'hui, attisent la haine, ceux qui, quelque part... reprochent l'importation du conflit, c'est ceux qui ne répondent pas à la situation et ne prennent pas des mesures pour faire cesser le feu. La solution pour revenir au calme et à l'apaisement, c'est d'avoir un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. C'est ça la solution. Dernière question rapidement sur un autre sondage qu'on dévoile, IFOP Fiducial pour Sud Radio. Si la présidentielle avait lieu demain, Marine Le Pen, quelle que soit la situation, serait présidente. LFI troisième, mais distancée par rapport à 2022. Vous pensez pouvoir l'éviter, Marine Le Pen, présidente? Je suis sûr d'une chose, c'est qu'il faut l'éviter. Parce que Marine Le Pen et l'extrême droite au pouvoir, ce sera des années de souffrance pour le peuple, ça sera une réduction des libertés, une dérive autoritaire. Regardez ce que fait Viktor Orban, regardez ce que fait Giorgia Meloni. Il faut tout faire pour éviter l'extrême droite. Et évidemment, nous sommes mobilisés pour battre l'extrême droite et pour porter un projet de politique qui s'affronte à ces gens-là, et jamais nous ne reculerons. Et le projet de société qu'on porte, il est à l'opposé de cette extrême droite-là, il est social, il est au service du peuple et contre les intérêts financiers, parce que, je veux dire un mot là-dessus, l'extrême droite, si elle est si plébiscitée, notamment par une certaine classe médiatique, si elle est peu attaquée sur ses propos, c'est qu'elle est au service aujourd'hui des intérêts du capitalisme et qu'elle ne remet jamais en cause les logiques de l'argent. Donc si vous voulez encore une fois avoir une bataille frontale contre l'extrême droite, le 9 juin, allez vous mobiliser pour faire autour de Manon Aubry entrer des dizaines et des dizaines de députés insoumis au Parlement européen. Je suis désolé de repenser à 2027, mais avec Ruffin ou Mélenchon? Écoutez, moi quand je vois un sondage avec un insoumis qui est donné à 50% au second tour, c'est toujours une bonne nouvelle. Nous, à 2 ans et demi d'une élection présidentielle, on n'est pas sur la personne et nous sommes toujours sur le programme. Et la prochaine élection qui arrive, c'est celle du 9 juin, c'est celle des européennes. Et encore une fois, allez voter pour la liste de Manon Aubry. Merci Thomas Porte, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous. Quant à nous, on se retrouve dans un instant. 0826 300 300, c'est le standard de Sud Radio. On ouvre les débats ensemble sur tous les sujets que vous souhaitez aborder. C'est Manu qui vous attend au standard 0826 300 300.